Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire du colloque La maternelle de la mission laïque française. Nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux. Ce colloque donc se décline en 8 webinaires et ce soir, il s'agit du deuxième webinaire qui est dédié à la relation partenariale avec les parents de nos élèves. Et ce webinaire sera assuré par Marie-Pierre Carlotti, que nous avons le plaisir d'écouter ce soir, qui est représentante de la Direction générale de la Mission laïque française pour l'Amérique du Nord, où se trouve un réseau d'écoles franco-américaines affiliées à la MLF. Et Marie-Pierre Carlotti est éducatrice depuis de nombreuses années. Elle a été directrice d'école notamment et a acquis une expérience en matière d'interculturalité, de plurilinguisme et d'innovation en éducation. Voilà, donc Marie-Pierre, merci beaucoup de ton intervention d'aujourd'hui, euh, qui traitera donc de la relation partenariale avec les parents de nos élèves. Son intervention durera 45 minutes à peu près et il y aura un temps ensuite d'échange avec vous, de questions-réponses. Et nous vous invitons pour cela à écrire vos questions au fur et à mesure de l'intervention dans le chat. Nous nous occupons de les lire et de les rapporter à Marie-Pierre à la fin de son intervention. Donc, nous vous remercions de ne pas ouvrir les micros pendant son allocution. Marie-Pierre, est-ce que tu souhaites commencer? Avec plaisir, avec À toi la plaisir. parole. Merci de cette introduction, de cette présentation, Véronique. Et puis, bonjour à tous, bonjour, bonsoir, selon les pays dans lesquels vous résidez. Voilà, je vous remercie de votre intérêt de votre présence et puis de votre intérêt pour un sujet aussi vaste que la relation avec les parents, avec les familles. J'alterne les mots parents et famille, parce que parfois c'est l'ensemble de la famille qu'il nous faut considérer, appréhender. Alors, pourquoi choisir de parler des parents dans ce colloque? Euh, Notre mission centrale, c'est d'éduquer les enfants. Eh bien, en premier lieu, parce que on sait très bien aujourd'hui que une relation harmonieuse avec les familles, une collaboration authentique, c'est un facteur de réussite des élèves. Et le deuxième volet, c'est que la réussite des élèves, eh bien, contribue largement au succès de l'école. Donc, il y a de multiples raisons multiples autres raisons qu'on pourrait développer. Mais le rôle des parents est un rôle essentiel à l'école et tout particulièrement à la maternelle. Donc, dès son arrivée à la maternelle, pardon, dès son arrivée à la maternelle, l'enfant est au centre d'un triangle d'influence. Les enseignants, les parents et les enfants. Et certains parents, eh bien, c'est à regret qu'ils se voient obligés de déléguer ou de partager ce rôle d'influence avec les enseignants et les autres élèves. Donc, les relations entre la famille et l'école, eh bien, elles ont toujours été complexes, particulièrement en France. Et l'ambiguïté de cette relation peut-être réside dans le fait, en partie, que les parents bien, sont à l'école sans y être. Il n'y a pas d'école sans parents. Il y a des parents qui veulent être toujours à l'école, qui ne sont pas toujours les bienvenus. Et puis il y a des familles qui n'y mettent jamais le pied parce que ben, l'école éveille en eux peut-être des émotions particulières, parfois douloureuses. Alors, en France, l'école et la famille ont toujours été deux univers bien distincts. L'école française, elle s'est construite sans les parents pour des raisons socio-historiques.
Et à l'inverse du modèle anglo-saxon, petite parenthèse, je m'excusais si certains de mes exemples sont très anglo-saxons, mais c'est là que j'ai développé de l'expérience dans ces questions et c'est là que là que j'ai fait ma carrière. Et donc voilà. Néanmoins, même si nous venons tous de réseaux différents avec des cultures et des langues très différentes, il me semble qu'un parent reste un parent euh, dans le dans le l'ensemble dans l'ensemble du monde. Bien. Donc, l'idée que l'école puisse et doive se construire avec les parents, eh bien, elle est encore très controversée. Il y a de nombreux textes, il y a de nombreux articles, des recherches, des thèses qui documentent la relation de la famille et de l'école française. Et eh bien, c'est... que se passe-t-il? Alors, excusez-moi un instant. Voilà. Ces textes, je vous laisse jeter un coup d'œil rapidement. Je ne les développerai pas parce que ça pourrait être décourageant. Mais si je vous laisse examiner rapidement le champ lexical, eh bien, on voit que c'est le champ lexical de la discorde. Voilà. Alors, c'est notre histoire. Et puis, à ceci s'ajoute la question de l'école privée, parce que, eh bien, on sait tous que le clientélisme décourage, complexifie les relations. Et là-dessus viennent s'ajouter toutes les différences culturelles, linguistiques, religieuses, pour compliquer une relation déjà tendue. Alors pourtant, la coéducation, puisque c'est le mot utilisé, ça n'est pas un principe étranger à notre pays. Euh, il y a plus de 10 ans déjà, la loi d'orientation pour la refondation de l'école, eh bien, elle apporte une évolution significative dans la relation école-parent. Concrètement, on y parle d'une participation accrue des parents dans l'intérêt de la réussite de tous. C'est un texte, si vous le relisez, relativement injonctif. On y parle de coéducation. Alors maintenant, qu'en est-il sur le terrain, 10 ans plus tard? Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'examiner ensemble les formes que cette coéducation peut prendre et de réfléchir aux gestes, aux attitudes, aux dispositifs qui seront facilitants pour mettre en place notre relation avec les familles. Voir ensemble comment on peut transformer une relation complexe, souvent conflictuelle, parfois toxique, en une relation de confiance et de respect mutuel. Voilà le défi que la communauté éducative se doit de relever. Nos familles, elles naviguent dans un univers très complexe, sans vraiment de normes pour les guider. Les parents sont constamment exposés à de multiples théories sur l'éducation et s'inquiètent de savoir si nos écoles préparent adéquatement leurs enfants à un futur incertain. Alors l'anxiété est manifeste et c'est vous qui devez y répondre. Ce degré d'anxiété, il peut parfois se mesurer au succès que rencontrent les ouvrages, les nombreux ouvrages publiés sur ces questions. Suffit d'entrer dans une librairie pour voir, pour être confondu par la pléthore d'ouvrages disponibles sur l'éducation. L'épidémie de Covid, le confinement qui s'en est suivi ont accéléré ces processus. Et les parents qui se sont vus souvent confier la tâche de faire étudier leurs enfants, ils ont pu prendre la mesure de la complexité. Et pas mal d'entre eux, eh bien, ils ont souhaité rester impliqués de bien plus près qu'auparavant. Finalement, l'école a un peu perdu le monopole de l'éducation. Aujourd'hui, les parents veulent s'engager dans l'action éducative. Ils veulent savoir ce que leurs enfants font à l'école, ce qu'ils y apprennent, et parfois dans le détail. Parce que la classe moyenne consacre son temps, son énergie, ses ressources à éduquer ses enfants. Et la pression des parents sur l'école s'accroît sans cesse. Et donc, ces attentes, eh bien, elles peuvent être pesantes
si on ne se donne pas les moyens d'y répondre. Et pourtant, elles sont légitimes. Alors, pour créer ce climat de confiance, pour oui, de confiance et de collaboration, on peut identifier plusieurs leviers. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler de l'accueil des enfants, de l'accompagnement des parents, de l'implication, de l'engagement parental et en général de la communication. Alors, accueil des familles. Qu'est-ce qu'on entend par accueil des familles? Euh, dès l'accueil des familles est crucial parce que leurs premières impressions, eh bien, elles seront décisives, elles seront durables. Nous verrons arriver chaque matin un élève, mais c'est un enfant que la famille nous confie, et souvent pour la première fois. Pour cette famille, c'est un moment, c'est une étape, c'est un moment joyeux, c'est un moment émouvant, également parfois passionnel et même dramatique. Alors, notre premier objectif, c'est de dédramatiser la rentrée, de lui donner la place qu'elle mérite dans la vie, dans l'histoire d'un enfant. Je vais partager quelques exemples d'actions qui contribuent à dédramatiser la rentrée. Et va sans dire qu'il ne s'agit que de propositions et que c'est à chaque établissement de définir comment les mettre en place. C'est néanmoins important d'y consacrer une réflexion d'équipe. Et vous avez toute l'attitude pour identifier ce qui conviendra le mieux à votre école. Alors, dès la signature du contrat, en janvier, en février, la famille a déjà rejoint la communauté de l'école. Et donc, une correspondance régulière eh bien, va créer le lien, commencer à créer le lien entre l'école et la famille. Euh, des contacts avec d'autres familles, l'appariement parfois, très utile pour des familles qui sont nouvelles dans l'école, nouvelles dans la région, nouvelles dans le pays parfois, qui ont beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à apprendre. Les contacts des familles de la classe. Certaines écoles choisissent de faire ça et permettent aux enfants de se rencontrer dans un parc, de célébrer un anniversaire avant même la rentrée. Euh, également, euh, comment anticiper la rentrée de manière positive? Eh bien, un samedi matin, porte ouverte, où on peut visiter l'école, au moins regarder la cour. Euh, excusez-moi. Et puis, peut-être un événement communautaire, une invitation par exemple, une invitation à un pique-nique de rentrée avant la rentrée, où les familles se regroupent par classe. Eh bien, beaucoup de familles seront détendues d'avoir fait connaissance avec certains des parents de de leur groupe. La, L'enfant rejoint une école, entre dans une école, mais la famille rejoint une communauté. Alors, c'est important de construire cette communauté et de créer des événements, des actions qui facilitent la construction de la communauté. Une fois la rentrée passée, il nous faut accompagner la famille. La rentrée a lieu au mois d'août, au mois de septembre. Si le prochain contact, le contact suivant entre l'école et la famille, c'est le mois d'octobre, il y a des gens qui ont beaucoup de temps pour se faire du souci, pour s'interroger. Est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce la bonne école pour mon enfant? Alors, un enfant qui pleure, oui, de quel type d'accompagnement parlons-nous? Eh bien, une fois la rentrée terminée, les relations se détériorent facilement, parfois. La lune de miel prend fin, particulièrement quand un enfant pleure tous les matins. Un parent qui quitte l'école le cœur gros, eh bien, va vite perdre confiance s'il ne se sent pas soutenu. Alors oui, on peut dire ça va passer, ça va s'arranger, soyez patient. Mais on peut peut-être faire un peu plus pour aider cette famille. Si on prend le temps de réconforter ce parent, de lui parler en personne,
et de lui envoyer une photo de son enfant en train de jouer quelques minutes après le départ, c'est un lien de confiance solide qui commence à se tisser. Alors, certains d'entre vous peuvent commencer à entendre gronder la révolte des enseignants. On n'a pas que ça à faire d'envoyer des photos aux parents, certes, mais c'est judicieux d'essayer de se mettre à la place d'un parent et c'est notre rôle quand même d'aider les familles dans leur adaptation à nos environnements, dans des transitions qui sont souvent difficiles, souvent complexes. Nos écoles sont des structures intimidantes. Certaines sont de très très grosses structures dans lesquelles les parents peuvent se sentir complètement perdus. Alors, quelques exemples d'accompagnement. On passe très vite parce que vous les connaissez, vous le faites déjà. Des messages réguliers des enseignants, évidemment, aux parents de la classe, au groupe, et des messages individuels parfois. Un partage d'informations pédagogiques sur le site de l'école, une note hebdomadaire de la direction de la section, une réunion de présentation, une soirée porte ouverte, présentation de la classe, très tôt dans l'année. Et puis après, eh bien, les invitations à des spectacles, à des performances, à des petits vernissages, des fêtes de classe auxquelles les parents peuvent participer, des fêtes qui célèbrent le calendrier du pays d'accueil et la culture française. Et puis les conférences, bien sûr, toujours qui doivent être positives, qui doivent être informatives. Si on a des nouvelles, si on a des inquiétudes, il faut les communiquer beaucoup plus tôt. Échange informel autour d'un café, un message mensuel de la direction. Vous remarquez que j'ai colorié deux de ces exemples. Ils sont très différents. Il y en a un qui est très formel et l'autre beaucoup plus détendu. Tous ces exemples vont se décliner différemment dans les écoles et dans les réseaux. Mais l'objectif commun, c'est de permettre aux familles de peu à peu comprendre nos écoles, mais également nos valeurs, notre mission. En d'autres mots, de comprendre la culture d'établissement. Dans certaines écoles, les équipes ont beaucoup travaillé à la réunion de présentation. C'est une occasion unique d'avoir tout le monde dans la classe. Comment rendre ces soirées enrichissantes? Et finalement, les équipes se sont rendues compte que peu à peu, au fil du temps, que finalement, la description détaillée des programmes, la projection des pages du SCOL, mais ça ne correspondait pas vraiment aux attentes des parents. Au contraire, ça pouvait être intimidant. Est-ce que mon enfant va être capable d'apprendre tout ça? Parce que ce que les parents veulent vraiment savoir, c'est qui sont ces gens qui passent tant de temps avec mon enfant? Est-ce qu'ils vont l'aimer? Est-ce qu'ils vont le comprendre? Est-ce qu'ils vont le choyer? Alors, est-ce que mon enfant va être capable d'apprendre? Euh, que fait l'école quand un enfant ne socialise pas ou pleure tous les matins? Et donc, les équipes qui ont travaillé sur ces questions ont peu à peu transformé leur présentation pour les rendre moins intimidantes, pour anticiper les questions et pour donner une place à la famille. C'est pas une présentation descendante, c'est une présentation où on peut entrevoir le partenariat comme un facteur de réussite. Donc, euh, c'est une occasion unique de tisser des liens. Il faut en profiter, il faut bien réfléchir à nos objectifs pendant cette soirée. Définir le rôle des parents à la maison, le rôle des parents à l'école. Chacun son travail. Et voici comment vous pouvez participer. Et voici comment vous pouvez nous aider. Voilà. Une autre opportunité, c'est cette histoire de café avec la direction. Inviter les familles qu'ils désirent à vous retrouver pour une période, un temps assez bref et très régulièrement. Ça peut sembler du temps perdu dans vos agendas
très rempli, j'en conviens. Et pourtant, c'est du temps très bien investi parce que c'est une situation hors crise, un moment d'échange sans enjeu particulier. Et si vous menez habilement la conversation, eh bien, souvent, ce sont des parents qui répondent aux autres parents. Ça vous permet également d'avoir votre doigt sur le pouls de la communauté et de savoir quelles sont les vraies questions que les familles se posent ou quels sont les problèmes qui sont en train de, de se fomenter. Euh, Certaines familles réalisent aussi qu'elles ont des perspectives un peu extrêmes quand elles entendent les autres parler. Et donc, c'est important pour les gens d'échanger sur les questions qui les intéressent et vous facilitez cet échange. Voilà. Après, c'est l'implication des parents qui est le prochain volet. Euh, comment d'une invitation que les enfants envoient, la classe envoie aux parents pour s'assurer que tout le monde vienne. Essayer de rendre l'école non intimidante. Voilà. Nos enfants apprennent, mais nos enfants s'amusent également. Engager les familles, alors oui, et dans quel cadre? Euh, il y a tant d'opportunités d'engager les familles, d'accueillir les parents dans l'école. Va parler de volontariat et de représentativité. Euh, L'engagement des familles peut prendre de multiples formes, vous les connaissez. Euh, Par exemple, dans le cadre du volontariat, les parents peuvent accueillir de nouveaux enseignants, accompagner des sorties, être des ambassadeurs auprès des nouvelles familles, organiser les ventes aux enchères, les pique-niques de rentrée, ranger la bibliothèque, que sais-je. Chaque école a sa liste de multiples formes. En revanche, établir cette liste dès le début, la présenter, la proposer aux familles, solliciter les familles qui ne participent jamais ou qui sont trop timides ou trop occupées, c'est important. Euh, les parents peuvent également aider les enseignants de la façon dont les enseignants le décident. Ils peuvent également partager des expériences intéressantes, des expériences éducatives qu'ils peuvent offrir à la classe. Parce que, eh bien, on a un public qui a un potentiel de partage et d'expertise très intéressant. Donc, je donne quelques exemples. Un parent qui présente comment on célèbre une journée de fête, une journée importante de son calendrier, qui se partage avec les autres enfants de la classe, c'est très important pour la classe, pour la famille qui partage. Un parent qui partage son environnement professionnel, c'est très enrichissant pour la classe. Les enseignants peuvent faire beaucoup de travail autour de ces présentations. Un expert qui partage son goût de la recherche sur des questions que les enfants adorent. Tout ceci, bien sûr, est discuté, débattu avec les enseignants qui ont le dernier mot pour faire ces choix. Mais vous pouvez recueillir les propositions. Finalement, un groupe de parents, j'ai choisi cet exemple que j'aime beaucoup à l'occasion d'une journée banalisée, un groupe de parents qui s'intéressent au développement durable. On se sont regroupés sous la houlette de la coordination pédagogique pour offrir une série d'ateliers euh, aux, aux enfants de l'ensemble de l'école primaire et maternelle. Si on regarde ces familles, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un groupe qui maintenant sera très soudé, extrêmement positif. Les gens ont pris beaucoup de plaisir à préparer des ateliers extrêmement complexes et très intéressants, passionnants pour les enfants.
un dernier exemple, un parent qui partage son expérience professionnelle sous la forme d'un interview pour la web radio. Il s'agissait d'un ancien danseur de l'Opéra de Paris qui a mis ses enfants à la maternelle. Bien entendu, toute l'école s'intéresse. Alors, tous ces exemples de coéducation montrent combien les familles de nos élèves ont à offrir. Et la diversité des mondes que les parents peuvent révéler aux enfants, eh bien, c'est une richesse que l'école seule ne pourra jamais offrir. On ne pourra pas égaler ça. Et ces relations qui se développent peu à peu dans l'école, eh bien, elles sont à l'origine d'une estime, euh, d'un respect mutuel très, très précieux. Au fil des ans, ça tisse la trame d'une relation solide dans une communauté. Euh, Évidemment, en termes de représentativité, les parents souhaitent également être présents, être représentés à tous les niveaux de gestion des établissements. Conseil d'administration, association des parents, délégués de classe. Et en ce qui concerne les AP, eh bien, elles sont le conduit classique en général de la communication entre les familles et l'école. Et c'est essentiel que l'école reconnaisse et soutienne ces initiatives. Malheureusement, trop souvent, les initiatives des parents menées par les associations sont vécues comme des actions de résistance. En fait, elles peuvent le devenir si les parents ne se sentent pas associés au projet éducatif. Et donc, c'est la responsabilité de l'école d'organiser les élections, de proposer une formation aux délégués de classe pour comprendre leurs responsabilités, rédiger ensemble des chartes éthiques de comportement. Les chefs d'établissement ou les membres de la direction devraient rencontrer les représentants régulièrement, parce que c'est en étant à l'écoute de nos familles, en reconnaissant les forces, les questions et les idées de notre communauté que on met peu à peu en place les conditions d'un dialogue constructif, dont vous fixez le cadre. Certaines écoles proposent une mini-formation aux délégués qui définit le cadre de leur rôle. Parce qu'on dit souvent que les parents dépassent les limites ou ne connaissent pas les limites, mais ils ne peuvent pas s'en rendre compte si on ne leur a pas indiqué clairement quelles sont ces limites. Et donc, encore plus particulièrement dans les sociétés, dans les cultures à faible contexte, où tout doit être clairement exprimé. Alors donc, c'est une communication efficace qui doit mettre en place les conditions de cette relation aux familles. Pour cela, l'école doit se doter euh, d'outils efficaces également. Donc, on parle un petit peu de la communication. Eh bien, pour choisir les outils de communication, il faut déjà d'abord regarder l'âge des parents, parce que nos outils doivent correspondre à la génération à laquelle on s'adresse. Il y aura une énorme différence entre la génération X et les millénials de la maternelle. Et à l'époque du numérique, eh bien, les établissements doivent utiliser des outils très contemporains. Ils doivent être familiers avec les sondages. Comment sauriez-vous qu'une soirée de présentation a été réussie si vous n'envoyez pas un sondage rapide le lendemain? Ces remarques que les parents feront vous donnent des pistes pour améliorer vos présentations. Les établissements doivent avoir une présence active sur les réseaux sociaux. Ils doivent partager régulièrement, en temps réel. Euh, les outils de communication contemporains comme les sites web, les réseaux sociaux, les podcasts doivent être utilisés pour partager des informations pertinentes, engager en permanence les familles dans
dans la vie de l'école. Alors, avoir un compte, avoir un site web vivant, animé, avoir animé une page Facebook, avoir un compte Instagram ou même plusieurs, tout ça c'est essentiel. Les parents ont besoin aujourd'hui de savoir ce qui se passe derrière les grilles de l'école et particulièrement les réseaux sociaux offrent un moyen de partager cette information. En maternelle, il y a des moments qui rendent les parents nerveux. Le repas, la sieste, les premières sorties, la récréation. Une photo en temps réel où on voit les enfants détendus, joyeux, ça va rassurer, ça vaut des tas de mots. Quelques exemples. Euh, voilà, des exemples divers. Les sorties, mais aussi les apprentissages, les performances, les premiers pas dans l'oral, la célébration des fêtes françaises, dans ce cas, les galettes, les crêpes, mais également les fêtes du calendrier du pays, bien sûr. Alors, en alternant, mais également, même si ça ne concerne pas directement la maternelle, on peut mettre en valeur nos programmes périscolaires, on peut célébrer les succès des élèves, et donc on offre aux parents une fenêtre sur l'ensemble de l'école. On peut mettre en valeur évidemment les performances athlétiques, académiques, artistiques. Les parents ont besoin de voir que l'éducation d'un enfant, c'est un long, long arc. Ça n'est pas ce qui se passe non plus que cette semaine à la maternelle, mais c'est 12 ans, 15 ans de travail, de collaboration. Une autre chose à mettre en valeur, c'est bien sûr les innovations pédagogiques, les réalisations, les choses que les parents ne savent pas que nous faisons. Et puis également le professionnalisme de nos enseignants. Alors oui, la journée pédagogique, c'était marqué dans le calendrier, mais il y a toujours des parents qui oublient. Et puis les parents n'aiment pas qu'il y ait trop de jours de vacances parce que ça peut contrarier leur travail parfois. Alors un rappel rapide de cette journée-là, de l'arrivée de cette journée pédagogique, et puis ensuite des exemples de ce que les professeurs y apprennent. Eh bien, tout ça et finalement euh, peut-être le contenu de cette formation repris dans le message de la direction à la fin de la semaine ou de la quinzaine, eh bien, tout ça contribue à développer l'intérêt des parents pour la vie de l'école et à les familiariser avec ce que nous faisons, qui nous sommes. Les événements de l'école, de cette manière, ils sont peu à peu, ils sont annoncés, vécus en temps réel, puis revisités euh, par dans différentes perspectives. Un, un outil très, très intéressant, c'est deux outils, les podcasts, les clips vidéo. Les podcasts sont particulièrement intéressants parce que c'est un outil très simple d'utilisation. Ah, ils ont une énorme cote de popularité. Les écoles qui ont, vous le savez, vous écoutez France Culture, les écoles qui ont des podcasts sur leur site voient le nombre de visites s'accroître, les taux de rebond diminuent. Euh, alors, que partager? Presque tout. Par exemple, un interview d'enseignants. Euh, les enseignants ne sont pas toujours à l'aise devant une caméra live, mais par contre, en revanche, ils parlent de leur travail avec passion. Voilà. Les récits des élèves, euh, les témoignages des anciens élèves, c'est toujours émouvant, c'est spontané, c'est authentique, et eux sont à l'aise devant les caméras. Un retour sur la formation continue, je viens d'en parler. Un enregistrement des discours
ou des présentations des chefs d'établissement. Et puis, parfois, un interview d'un membre du conseil d'administration parce que euh, on peut s'intéresser, certaines familles peuvent s'intéresser au projet de rénovation ou d'acquisition immobilière. On partage aussi les valeurs de l'institution, ses succès. Alors tout ça, ça contribue à mettre en évidence les forces de l'institution avec les parents et avec les parents potentiels. Il y a de très nombreux outils numériques gratuits, très simples pour mettre en ligne les documents que vous produisez. Euh, Canva, Fliptex, faire un clip vidéo avec des photos en quelques minutes. Alors oui, tout ceci est peut-être un peu anglo-saxon. Je ne sais pas si toutes les écoles ont l'équipement numérique ou le, le- le personnel pour les aider à travailler à la communication. Parfois, la communication, c'est un post-it dans une boîte de repas en disant Caleb a adoré son repas aujourd'hui, il a particulièrement aimé les fraises. Et ça, c'est sans équipement, c'est spontané et ça va loin dans le cœur d'un parent. Donc, comment réfléchir à impliquer nos parents d'une manière qui soit authentique et puis qui soit raisonnée, qui soit raisonnable. Euh, voilà quelques recommandations peut-être qui peuvent être mises en œuvre rapidement, certaines. Je vous propose de choisir quelques actions, quelques événements, quelques gestes simples à mettre en œuvre. À la rentrée prochaine, vous pourrez planifier ça, mais demain, par exemple, on retourne à l'école et demain matin, voilà, qu'est-ce qui aura changé? Euh, il y a des choses très simples, il faut les choisir ensemble. Euh, Associer les enseignants dans ce projet de partenariat. Les enseignants sont la ligne de front de cette communication avec le soutien des équipes derrière eux. Mais, et finalement, comprendre que c'est un projet d'établissement qui doit engager les parents dans un travail en développant des valeurs, développant des vecteurs, pardon, de communication à tous les niveaux. Donc, voilà, ces quelques recommandations. C'est prendre en compte le fait que les familles sont en quête d'une représentation authentique et que cette représentation n'est pas, c'est une bonne chose. Ça n'est pas une épine dans la plante des pieds des enseignants ou des directeurs. C'est à nous de mettre en place une politique de coéducation véritable en institutionnalisant des pratiques en termes d'accueil, en termes d'accompagnement et en termes de dialogue. Voilà. À plus long terme, effectivement, je vous invite à déterminer un cadre de travail rigoureux pour développer ce partenariat et engager vos parents d'un bout à l'autre dans une réflexion sur l'organisation de l'établissement, sur ses projets de développement, mais aussi sur ses grandes orientations, sur ses valeurs et sur sa mission. Voilà. Donc, pour terminer, je vous invite à lire à l'occasion cet ouvrage euh, cet ouvrage publié aux éditions Canopée sur la coéducation, parce qu'il me semble, c'est très récent et il me semble faire des avancées intéressantes pour une responsabilité partagée. Voilà. Donc, cette collection qui s'appelle Bien vivre l'école, je crois, a fait explorer le bien-être, la relation avec les familles. Et elle présente des dispositifs euh, qui ont été expérimentés
c'est une sorte de support théorique aux exemples un peu pragmatiques que j'ai partagés avec vous aujourd'hui. Voilà. Je vous invite donc à écrire vos questions, vos commentaires dans le chat et à cultiver de manière délibérée votre relation avec vos familles parce que, eh bien, au lieu d'une relation pesante, vous pouvez vivre une relation plus sereine et arriver à l'école très tôt le matin, le cœur léger. Voilà. Je m'excuse de cette très longue prise de parole et je vous remercie de votre attention. Euh, Vos commentaires, vos questions, tous bienvenus. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour cette intervention très ancrée dans la réalité de terrain, donnant de très nombreuses pistes très pragmatiques pour construire justement cette relation partenariale aux parents et aux familles. Je vois dans le chat que Dominique Lambert a posté une question, étant donné que Marie-Pierre a fini son intervention. Est-ce que vous souhaitez la poser en direct en ouvrant votre micro? Oui, bonjour. 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 Oui, bonjour. Oui, en fait, je vous pose la question par rapport au, au cas d'élèves qui ont en petite section des difficultés particulières, par exemple, forte immaturité, qui nécessiterait, peut-être un AVS. Et donc, lorsque que nous présentons la situation aux parents, je sais pas trop comment formuler cette question parce que j'ai plusieurs cas qui me viennent en tête. C'est toujours difficile parce que on n'a pas envie de froisser les parents d'un côté, mais en même temps, il faut leur dire les choses aussi. Et de mon côté, j'essaye d'être le plus diplomate possible et aussi le plus bienveillant, compréhensif par rapport aux parents. Mais c'est des fois difficile de le faire accepter auprès des familles, surtout en petite section parce que c'est la première classe dans laquelle l'enfant est. Et voilà, du coup, quels seraient les conseils que vous pourriez nous apporter par rapport à cela, à ces situations, afin que la famille puisse comprendre les difficultés et que les dispositifs qui permettent à l'enfant de l'accompagner dans le cadre scolaire puissent être mis en place. Vaste, vaste sujet, vaste question qui mériterait sûrement beaucoup plus qu'une réponse en quelques mots, mais à mon avis, on est dans le cadre de la communication, c'est-à-dire que il faudra faire équipe avec la famille et avant de présenter quelque chose qui pourrait ressembler à un diagnostic ou à une requête pour un diagnostic, il faut mettre en place euh, une série de petits pas, d'étapes avec la famille, euh, euh, où- à l'occasion desquelles on va présenter tout ce que nous, on a mis en place, tout ce que nous, on a fait pour soutenir l'enfant et avoir quelques demandes de leur côté. Euh, donc, il y a ce que vous allez faire à la maison pour nous aider, et voilà ce que nous, on a mis en place. Et on en parle régulièrement. On se revoit, on examine ensemble nos, nos progrès notre, et nos défaites parfois, de telle sorte que c'est à un certain point, c'est la famille qui prend les décisions. C'est pas nous qui on, on guide, mais c'est seulement, on est dans quelque chose de très douloureux. Et donc, il va falloir faire preuve de patience et rester très positif sur la question. Il y a peut-être quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Il y a sûrement des experts dans la salle. Et donc, je ne souhaite pas être la seule à répondre aux questions quand il y a beaucoup d'expertise et d'expérience autour de nous. Donc, si vous souhaitez ajouter, je vous en prie,
Voilà, levez la main, n'hésitez pas et vous pouvez encore une fois ouvrir vos micros et vos caméras à présent que l'allocution de Marie-Pierre est terminée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'en avais une en particulier, étant donné les contextes. Ah, pardon, Isabelle, je vous donne la priorité. Je poserai ma question après. Allez-y. Isabelle, vous avez levé la main? Alors, je pose ma question en attendant que Isabelle puisse réactiver son micro. Je me demandais, dans tous ces dispositifs de communication auprès des parents, comment il est possible de gérer le plurilinguisme des familles. Parce que l'enjeu est bien de les impliquer, comme tu l'as dit, et de faire en sorte qu'ils deviennent vraiment, qu'ils participent au projet éducatif de leurs enfants. Donc voilà, je me demandais s'il y avait des pistes de ce point de vue-là. Moi, il me semble essentiel que les écoles puissent se doter d'outils pour une communication plurilingue. Euh, bon, c'est plus compliqué dans certains pays que dans d'autres, mais quand quand particulièrement des conversations difficiles, euh, c'est important que la famille puisse s'exprimer dans sa langue. Si la famille n'est pas familière avec la langue d'enseignement. Donc oui, des pistes de traducteurs, de supports en plusieurs langues, en fait, de façon à accueillir Et le plus grand nombre de parents. de personnel bilingue ou plurilingue Au dans, dans plurilingue. dans l'équipe éducative, ouais. Oui. Isabelle, vous pouvez poser la question dans le chat si vous n'avez pas de micro ni de caméra. Euh, Y a-t-il d'autres questions? Alors bon, j'en avais une autre. Il y avait une question de Oui. Dominique Lambert a répondu oui. Ah, vous avez une autre question? Oui, j'ai une autre Ah ben question. oui, allez-y. J'avais pas compris le oui, excusez-moi. Pas de souci. Dans le cas, par exemple, d'un élève qui a été violent avec un autre élève, donc on a le cas, ça m'est déjà arrivé d'avoir le cas du parent qui est très révolté et de l'autre, le cas du parent de l'agresseur, entre guillemets, qui minimise fortement l'acte et le risque que les deux parents veuillent avoir une explication l'un et l'autre. Donc moi, bon, j'ai eu ma propre expérience où j'ai fait une réunion avec les deux parents euh, et on a fait un écrit suite à cela, euh, un compte rendu que j'avais envoyé à la direction. Mais d'un côté, j'avais un parent qui limite voulait que l'enfant agresseur change de classe et de l'autre, le parent qui prenait pas tellement conscience de la gravité des choses et puis qui minimisait fortement. Et donc, d'un côté, il fallait tempérer un parent et de l'autre, essayer de faire accepter la chose à l'autre parent. Et ça avait produit aussi un désaccord à la fin parce qu'il y avait juste le père qui était venu ce jour-là. Et quand j'ai fait mon écrit, que j'ai voulu le faire signer aux deux parents de l'élève qui avait fait l'acte, euh, j'ai eu la mère qui ne comprenait pas parce qu'elle n'était pas présente le jour-là et donc qui avait refusé de signer le rapport. Bon, suite à cela, euh, les choses se sont améliorées. J'ai eu des discussions avec les parents et l'enfant, le comportement de l'enfant s'est amélioré. Mais ouais, ce sont des situations qui peuvent être difficiles. Donc,
je pense que vous avez sûrement déjà vécu ce type de situation et je voulais connaître vos conseils par rapport à cela. Merci. Je pense que toutes les écoles vivent ces situations avec toutes les scènes que vous décrivez, acte par acte. Euh, le, le- Il y a une chose, les recommandations que je pourrais faire, elles sont pour la plupart, il s'agit de gestes à faire en amont. C'est-à-dire que, par exemple, un parent qui découvre, en donnant le bain à son enfant le soir, qui découvre un énorme bleu sur la jambe, euh, ce parent est furieux et ça va être très, très difficile de le calmer. Si en revanche, quelqu'un dans l'école euh, console l'enfant euh, et passe un coup de fil en disant voilà ce qui s'est passé, il y a un coup de pied tout à fait involontaire qui est arrivé, voilà ce que nous avons fait. On dérange un parent à son travail, on l'informe. Souvent, la réponse est merci, merci, merci de m'avoir tenu au courant. En revanche, si l'école n'initie pas cette conversation, euh, vous avez un parent en colère. Donc, euh, chaque fois qu'il y a un vacuum dans la communication, eh bien, ce sont des émotions négatives, hostiles, sceptiques qui vont se, se plonger dans cet espace vide. Cet espace de communication, c'est vous qui devez l'occuper en premier. Euh, quelque chose de violent se passe, une lèvre fendue, un coup de poing qui part, les deux familles sont au courant aussitôt. Il ne faut pas attendre qu'ils reviennent nous en parler. Je pense aussi que dans les réunions de présentation de l'école, de la classe, il faut annoncer aux familles que ces choses-là arrivent, qu'on les gère, euh, que leur enfant pourrait être à l'un ou à l'autre bout de ce problème, la cause ou la victime, et que il faut qu'on fasse tous preuve de patience et de compréhension euh, pour l'un et l'autre rôle. Donc, il faut quelque part annoncer que ces choses risquent d'arriver et que elles seront gérées efficacement pour le bien, pour le bien-être des deux, de l'un et de l'autre. Oui. Alors après, avec les parents en colère et les autres qui minimisent l'importance du geste, je choisirais pas de les mettre en présence parce que ça me semble pas une confrontation qui va pouvoir, ça me semblerait pas une confrontation qui va pouvoir être positive. En revanche, je les assurerai les uns et les autres que euh, notre supervision euh, sera spécifique et sera active. C'est-à-dire que, par exemple, pour la famille qui minimise, eh bien, on va observer le comportement de leur enfant. Et s'il est à nouveau dans un geste violent dans les jours qui viennent, on va pouvoir commencer à en parler ensemble différemment. Je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est une question vraiment complexe et qui se présente très très souvent, particulièrement à la maternelle. Oui, merci beaucoup. Bah, c'est intéressant d'avoir votre avis et c'est vrai que chaque situation peut être spécifique, mais oui, merci en tout cas. Il y a deux questions une remarque et une question qui ont trait à la communication, Marie-Pierre. Oui. La remarque porte sur les normes européennes concernant la protection des données personnelles vis-à-vis des vidéos, photos, etc., des enfants, puisque c'est plus compliqué en Europe, du moins. Je ne sais pas si aux États-Unis, il y a aussi un formulaire à signer pour autoriser
Oui, que les enfants soient pris en photo et oui, filmés. OK. oui. Et ça devient aussi plus compliqué quand les parents refusent, quand il s'agit de faire remonter ce qui se passe dans la classe. D'autant que, voilà, Karen pose la question du temps. Comment ménager la dynamique de classe, faire court et prendre des photos, penser à communiquer auprès des parents. Euh, certes, c'est c'est très compliqué de... C'est pas très compliqué. C'est la perspective des enseignants et de leurs équipes, c'est que ils doivent enseigner et ils n'ont pas toujours le temps et préparer, ils n'ont pas toujours le temps de communiquer. Mais par exemple, la, les formatrices euh, MLF aux États-Unis viennent de terminer une série de conférences pour les assistantes maternelles. Ils avaient pratiquement une centaine de personnes dans ce dans ce groupe de travail. Eh bien, les assistants sont parfois ravis de prendre ce rôle, euh, de documenter la vie de la classe. Il suffit d'un iPhone ou d'un iPad. Euh, ce sont des gestes rapides. Euh, on peut se reposer aussi pour une partie de cette communication sur les enseignants ou les membres de l'équipe éducative les plus jeunes qui sont très familiers avec les réseaux et je pense qu'ils adorent faire ça. Alors, bon, répondre à l'autre volet de la question, c'est effectivement important d'avoir l'accord signé de toutes les familles et de limiter ce qui se passe sur ce qui est dans le domaine public, sur le site pour les parents, pour tout le monde, et puis ce qui est sur la partie privée. Et il y a parfois des familles qui acceptent que les photos soient partagées avec leur groupe de classe, mais pas dans le domaine public. Donc, il faut en parler avec les familles de tout ça, bien sûr. Mais après, quand on a le numéro de téléphone des parents, on peut communiquer de manière privée avec une famille pour, par exemple, ce qui concerne rassurer une famille. Pour le partage des événements collectifs, c'est quelque chose de différent, Oui. effectivement. Et tu vois, tu évoques aussi le téléphone. Ah, il y a une autre question. Oui, Magali, une remarque de Magali qui dit que justement les assistantes s'en trouvent également valorisées quand elles ont ce rôle. Absolument, Voilà. absolument. Que l'enseignant se repose sur l'assistant pour quelque chose de particulier et lui confie cette mission, c'est extrêmement valorisant. C'est ça. Euh, Joya Metni, vous souhaitez poser votre question à l'oral? Alors, je lis en même temps la longue question dans le chat. Oui, Oui, excusez-moi. Non, voilà. c'était plutôt une réponse Oui, à la question de Dominique ou Jean-Dominique. oui, tout Voilà. à fait. Voilà, oui, au lieu de mettre les parents de l'enfant agresseur, entre guillemets, donc dans une situation où ils vont devoir signer un- par exemple, le comportement de leur enfant, donc je veux dire, le rapport d'incident, donc les faire plutôt, voilà, les rendre partenaires dans les actions à mettre en place pour la progression de leur enfant, du comportement de leur enfant. Voilà, donc créer un protocole d'accompagnement et que ce soit vraiment mis en place avec les profs, les parents et l'élève et que donc avec tout ce qu'il y a comme piste à donner. Donc quand il y a l'acte, que ce soit une crise ou un comportement qui peut nuire à un autre enfant, donc comment faire, comment réagir, jusqu'au plus jusqu'au moindre détail, se mettre à la place, donc au même niveau de l'enfant, lui parler doucement, comment faire, donc ne pas s'affoler,
Donc voilà, toutes ces choses-là et quoi faire après. Et travailler aussi avec l'enfant, peut-être si c'est de tout petit, comme il était dans la... euh, comme il est maintenant, c'est le sujet de, je crois, de Dominique, c'est une petite section, je pense, la classe. Donc, proposer des pictogrammes pour expliquer à l'enfant donc comment faire et voilà. Et à chaque petit pas, petit progrès de cet enfant-là, il faut toujours renforcer positivement, le motiver. Et, on a essayé ça et ça a donné des résultats très positifs. Et les parents aussi ont été très coopérants. Et du D'accord. côté des parents, on a mis les mêmes objectifs à atteindre avec des propositions d'action à la maison. Donc, comment faire? Et on a marché tous ensemble. En classe, à la maison, c'était pareil. Et on a pu atteindre voilà, de très bons objectifs, quoi. Très positifs aussi. Et c'est un Merci enfant. beaucoup merci de ces commentaires parce que ce que vous décrivez, c'est comment vous avez pris soin de, comment vous prenez soin de chaque enfant. Et vous aidez une famille à comprendre que les gestes de violence de leur enfant, c'est le signe d'un malaise, c'est le signe d'un désarroi, c'est le signe d'un manque de mots pour exprimer des sentiments, des émotions. Et donc, cet enfant a besoin d'aide et vous montrez comment la mettre en place. Donc, oui, c'est essentiel. Je vous remercie d'avoir développé cette partie de la réponse. Alors, Justement, merci. merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Moi, j'avais une toute petite question, Marie-Pierre, si tu veux bien, concernant ces Avec outils. plaisir. Étant donné que là, tu as évoqué les outils de communication vers les parents, je me demandais quel était ton point de vue concernant les groupes WhatsApp de parents euh, qui se créent un petit peu parfois en parallèle de la communication de l'école vers les parents. Alors, C'est un c'est vaste sujet. incontournable. C'est Ouais, incontournable ça existera sans notre permission. Alors, plutôt que de chasser des moulins à vent, euh, la réponse de certains établissements, c'est de former des délégués de classe et que le délégué de classe crée la liste WhatsApp, soit dessus et soit devienne le modérateur. Euh, alors après, il peut y avoir un autre groupe WhatsApp secret parallèle en arrière du groupe de la classe, mais quand on a parlé dans la classe, quand les délégués de classe qui travaillent normalement main dans la main avec l'école et qui ont pris leurs responsabilités par rapport à ce rôle, eh bien, ils peuvent prendre un rôle de modérateur très très important, écrire en privé à la famille, ça ça ne se dit pas, on ne parle pas de nos enseignants comme ça, ou on ne parle pas d'un autre enfant, etc. Euh, et donc, euh, établir une sorte de charte éthique de la conduite dans le groupe WhatsApp. Mais de toute façon, c'est incontournable. Donc, il vaut mieux travailler avec. que Ça, contre. Ouais, c'est- ouais. Merci beaucoup à tous pour votre participation et en particulier à Marie-Pierre Je vous Carlotti. remercie de votre attention. Et nous pourrons nous retrouver pour le troisième webinaire qui sera assuré par Véronique Boiron le 19 mars. Et elle évoquera l'acquisition du langage oral à la maternelle. Véronique Boiron, qui est une maître de conférences et formatrice à l'INSPE. Voilà, ce colloque se poursuit jusqu'au 4 avril et les inscriptions restent ouvertes via le Google Form ou via la plateforme Sifadis si vous préférez. Je vous propose d'ouvrir vos caméras et vos micros si vous en avez, afin que nous puissions nous saluer tous. Merci beaucoup à vous. Merci, bonsoir. Au Merci, revoir. à bientôt. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne Merci. soirée.